France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une, cette semaine, les problématiques liées à la montée des eaux. Nous verrons comment les Outre-mer font face notamment à l'érosion côtière. Reportage dans quelques instants. À tout de suite. Mais d'abord, la levée du voile sur un mystère vieux de plus de 60 ans à Saint-Pierre et Miquelon. C'est donc bien l'épave du Ravenel qui a été retrouvée il y a quelques jours au large de Saint-Pierre. Le chalutier disparu sans laisser de trace le 29 janvier 1962 avec 15 personnes à son bord a été formellement identifié par une équipe de chercheurs. On voit cela avec Paola Arnaud. La fin d'un mystère. Après 63 ans sans réponse, l'épave du Ravenel, repérée le 28 mai dernier à 120 mètres de profondeur, à environ 7000 nautiques au sud-est de Saint-Pierre, a été formellement identifiée par une équipe du CERES spécialisée dans les recherches sous-marines. C'était un faisceau d'éléments concordants par rapport aux images que l'on avait du navire à flot. C'est-à-dire qu'on est parti de l'avant du bateau, on a reconnu les rambardes, ensuite on a trouvé le chalut et on est arrivé sur la timonerie sur laquelle il y avait la cloche qui était un des éléments principaux pour nous permettre d'identifier le Ravenel. Fin janvier 62, en pleine saison de la pêche à la morue, le Ravenel prend la mer. À son bord, 15 hommes entre 21 et 35 ans. Le chalutier aurait dû livrer sa pêche le 29 janvier au matin, mais on a perdu sa trace. À quel endroit, à quel moment précisément? Toutes les recherches sont restées vaines jusqu'au mercredi 28 mai 2025. Pour les familles des marins disparus, le deuil peut enfin commencer. Depuis le temps qu'on était dans le doute, après 63 ans, donc maintenant, ça y est, tout est rentré dans l'ordre pour ainsi dire, parce que maintenant, c'est fini pour nous. On a trouvé ce qu'on cherchait. Ça nous libère un petit peu. On était toujours dans l'ignorance. On pense à notre mère, qui aurait bien voulu être là, et aux autres veuves aussi, et à tous les enfants qui essaieraient un jour retrouver l'épave. Comme Sybille et Mario Olano, 25 autres enfants se sont retrouvés orphelins. Les familles vont pouvoir se recueillir prochainement sur le site de la découverte de l'épave. Aujourd'hui, le Ravenel reste le 3e plus gros naufrage jamais survenu en France. En Martinique, l'envahissement du littoral de la commune de Robert par les sargasses suscite la colère des habitants. Ils réclament un nettoyage des plages et des solutions pérennes contre la présence des algues aux émanations toxiques, Siti Daroussi. Les habitants du Robert en colère. Un barrage anti-sargasses a cédé. Jamais leur littoral n'a été autant envahi par les algues brunes. Ils n'en peuvent plus des émanations de gaz toxiques. J'ai mon fils de 7 ans, ma fille et ma compagne, ils sont malades. Mais l'enfant a une toux, mais du jour, une fois que le barrage a cédé à Pointe-Hyacinthe, l'enfant est tombé malade du jour au lendemain avec une toux qui fait peur. Pour aller dormir le soir, je suis obligée de mettre mon oreiller sur ma tête pour pouvoir éventuellement et dormir 2 heures de temps seulement. 15 ans que ça dure, 15 ans. Cette année, l'arrivée des algues brunes sur les plages des Antilles est plus massive. Un phénomène exceptionnel qui met à rude épreuve les différents dispositifs de lutte contre les sargasses. Même en ayant mis des outils de protection, comme les barrages déviants, en une nuit, un radeau, par sa superficie et sa profondeur, on a des radeaux exceptionnellement qui descendent à 7-15 mètres de profondeur, vous font exploser un barrage. Alors, pour la population, 1 kilomètre de barrage, c'est 1 million d'euros. Pour renforcer les actions existantes, un 3e plan sargasses a été annoncé lors du dernier comité de la mer à Saint-Nazaire par François Bayrou. Il est axé sur le soutien à la collecte et à la destruction des algues grâce à des navires appelés Sargator. En 30 ans, le niveau des océans a augmenté en moyenne d'une dizaine de centimètres, parfois beaucoup plus dans certaines zones du monde. Face à ce phénomène, les Outre-mer sont là aussi en première ligne et aucun territoire n'est épargné. C'est le dossier de l'Hebdo, signé Aurélien Paul.
Dans tous les océans, du nord au sud, les outre-mer confrontés à la montée des eaux. En Nouvelle-Calédonie, sur cette plage de la côte Est, le trait de côte a reculé de 14 mètres en 50 ans. Des habitants se retrouvent les pieds dans l'eau. Là, ici, vous avez les sanitaires, vous avez la douche qui est là, et vous avez la dalle du WC là, qui est ici, là, qui est déjà submergée par le sable. Les tribus doivent s'adapter. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la mer va continuer à monter et puis va continuer à détruire les autres maisons qui sont là, au bord de la mer. Même problème dans l'océan Atlantique. En Guyane, sur le littoral d'Awala et Alimapo, l'équivalent d'un terrain de foot a disparu en 40 ans. On est peut-être sur les premiers réfugiés climatiques de la Guyane. Le mot est fort, c'est fait exprès, ça choque, ça interpelle, c'était le but. Et donc c'est vrai qu'on travaille justement à ce scénario possible, dans le pire des scénarios en tout cas. À 11 000 km dans l'océan Indien, la montée des eaux ravage aussi les côtes mahoraises. Un problème accentué après le passage du cyclone Chido, qui a détruit des hectares de mangroves, barrière naturelle contre l'érosion. Ici, les jeunes pousses peinent à grandir. Ça prend quelques dizaines d'années pour qu'un paludier au stade graine arrive à maturité. Alors des territoires tentent de s'adapter, comme en Polynésie française. Depuis 2 ans, toute nouvelle construction doit être surélevée. Cette Tahitienne a dû bâtir sa maison à 1 mètre du sol. Je trouve que c'est une bonne chose avec le changement climatique et puis il faut s'adapter constamment. D'autres solutions sont plus radicales, comme au village de Miquelon dans l'Atlantique Nord, où certains habitants devront déménager. Dans les prochaines années, ce phénomène va se multiplier en Outre-mer. À La Réunion, c'est le début de l'hiver austral, période qui signe le retour des baleines à proximité des côtes. Et pour celles et ceux qui auront la chance de les observer, voire de les approcher, la réglementation vient de changer. Les précisions Delphine Poudroux avec Laurent Figot. Elles sont arrivées à La Réunion en avril dernier. Depuis, chaque semaine, plusieurs observations de baleines à bosse, au moins une vingtaine, sont enregistrées tout autour de l'île. Bientôt, les observations en mer vont se multiplier. Et déjà, ce qui inquiète les associations qui protègent les cétacés, c'est la surfréquentation du plan d'eau en pleine saison. On est aujourd'hui entre 66 et 100 structures qui peuvent proposer l'activité, qui le font soit de façon opportuniste, soit de façon régulière. Ça représente environ au moins 125 bateaux sur un plan d'eau assez restreint, environ 50 km². Depuis le 4 juin, l'État a mis en place de nouvelles règles. On ne doit pas avoir plus de 3 navires à moins de 300 mètres des cétacés. Donc ça, c'est une règle nouvelle. Auparavant, c'était 5 navires. Il y a la possibilité, donc, qui est maintenue, de procéder à des mises à l'eau autour des cétacés, mais dans une nouvelle limite maximale de 7 personnes par navire. Du côté des professionnels, certains dénoncent déjà une différence de traitement entre les différents usagers. Mais si un moteur de jet ski nuit aux baleines, quoi dire d'un moteur d'un gros bateau de 15 mètres ? Trouver un équilibre entre l'activité professionnelle autour des baleines et leur préservation, c'est tout l'objectif de la nouvelle réglementation. Ceux qui ne la respectent pas seront à coup sûr sanctionnés. Un mot sur ce grand rendez-vous en Polynésie. Vous le savez sans doute, la préservation de l'environnement passe bien souvent par les enfants. Eh bien, à l'heure du sommet des océans à Nice, cette semaine, les écoliers de Papeete ont été sensibilisés à la lutte contre la pollution plastique. 39 classes du CE1 jusqu'à la terminale y ont participé. Informer pour protéger l'environnement marin, c'est précisément la mission des ambassadeurs du Lagon en Nouvelle-Calédonie. Cette fois, une session a été lancée pour former les derniers venus pour cette équipe. Et parmi les nouveaux visages, Kevin Mabo, 35 ans, amoureux de l'océan depuis sa plus tendre enfance. Son portrait avec Laura Chintu et Cédric Michaud. Kevin Mabo connaît le lagon calédonien comme sa poche. 15 ans déjà qu'il propose à ses clients des sorties jet ski. Mais depuis 2 mois, le jeune homme est plus qu'un simple prestataire touristique.
il est devenu ce qu'on appelle un ambassadeur du lagon. Son rôle, sensibiliser sa clientèle aux enjeux environnementaux. Vous allez me suivre, on va passer à côté de deux petites patates là qu'il y a sur le côté. Je risque d'avoir un petit peu de courant et de bien faire attention au coraux par contre. Donc on a été tous briefés sur ça. C'est très dur à pousser et tout, donc il ne faut pas se mettre debout dessus pour éviter de les casser. La plupart des clients qu'on emmène, ils sont beaucoup dans le partage. Donc on peut vraiment partager des trucs avec eux sur les poissons, sur les coraux, sur le lagon qu'on a ici. Avec sa diversité d'espèces marines, le lagon calédonien ne laisse personne indifférent. Pas même Kevin, qui ne s'en lasse pas. On a la chance d'avoir ça ici, on a la chance de pouvoir venir encore y plonger avec les clients. Donc c'est bien de voir que ce soit encore super beau sous l'eau. Les îlots abritent également une faune et une flore exceptionnelles. Ici, le phare Amédée concentre une grande population de tricorayés, cette espèce endémique bien trop souvent dérangée par des touristes mal informés, comme sur cette vidéo où les protagonistes risquent une amende de 15 000 francs. Et faites bien attention à ne pas marcher dessus, donc regardez bien où vous mettez les pieds et surtout pas les attraper pour prendre des photos comme tout le monde fait. Donc c'est interdit de faire ça, il faut les laisser tranquilles. Sans monsieur, on serait clairement perdu, on ne saurait pas les gestes à faire pour préserver l'environnement. Et c'est important pour nous de savoir quoi faire et pas détruire la nature finalement. Expliquer, sensibiliser et veiller au respect du code de l'environnement, c'est là tout le rôle d'un ambassadeur du lagon. On est en lien avec les gardes nature par message sur WhatsApp et en fait ça permet d'être un peu partout aussi pour eux et de pouvoir les prévenir si on voit un truc anormal sur l'eau, même que ce soit une espèce qui est en danger on va dire. Donc par exemple une tortue qui nage pas bien, qui est blessée par un choc de bateau par exemple, et on peut leur prévenir tout de suite et eux ils interviennent directement. En tout, depuis 2016, la province sud a formé près d'une 50aine d'ambassadeurs du lagon. Une mission environnementale d'envergure avec un objectif commun, préserver le plus grand lagon du monde, véritable joyau de la Nouvelle-Calédonie. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et la première.fr. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.